En cette année, la République démocratique du Congo célèbre ses 63 ans d'indépendance. L'indépendance politique, certes, mais de quelle indépendance s'agit-il? Que dit de l'indépendance économique et financière? Messieurs et dames, on en parle bien sûr dans cette nouvelle édition des Enjeux. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à toutes. Des fils en aiguille, je vous convie à présent à découvrir notre invité du jour. C'est bien sûr la célèbre rubrique Eche Homo. Je m'appelle Dan Akarassis, je suis administrateur général des établissements HTC. J'ai une licence en Business and Development. Je suis marié, père de 2 enfants. Je suis aussi administrateur général de la société Ditco SA, qui est basée en Afrique du Sud. Dan Akarassis, c'est un réel plaisir de vous recevoir dans Enjeux. Un grand plaisir aussi. Alors on s'installe, hein? Merci beaucoup. On s'installe. Bonne fête. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur John. À 63 ans. Un plaisir, oui. 63 ans d'indépendance. Et, on a atteint une maturité. On est assez grand aujourd'hui. Et 63 ans pour une nation, certains diront que c'est pas beaucoup, c'est rien. Exactement, quand on voit ce qui se passe avec les autres pays à travers le monde, les États-Unis, on voit la France et tout, évidemment, 63 ans, on est encore jeune. Des siècles. Exactement, on est encore jeune, mais on peut déjà grandir. Aujourd'hui, avec l'évolution du secteur informatique, par exemple, on peut se dire qu'il est possible de pouvoir grandir rapidement. Même en tant que pays. On est jeune, est-ce une excuse? Loin de là. Ce n'est pas une excuse, ça c'est une autre réalité. Ce n'est pas une excuse. On est jeune en tant que nation indépendante, mais on peut se révolutionner. Nous avons vu beaucoup de pays qui se sont révolutionnés dans 30 ans et qui ont atteint une maturité extraordinaire et très influente. Surtout qu'un pays comme le nôtre était parmi les 3 pays le plus puissant juste après l'indépendance. Entre 60 et 67, la RDC aujourd'hui était à l'époque l'un de 3 plus grandes puissances économiques de l'Afrique. Donc on n'a pas d'excuses à se donner, il faut qu'on se mette au travail. Alors, 63 ans c'est vrai, on ne va pas faire une sorte de rappel historique. Mais il y a eu ce qu'il y a eu, indépendance politique, c'était la fête. Mais il devait se tenir aussi une table ronde économique. Exactement. Là, on n'en parlait pas beaucoup. 63 ans après, les Congolais est-ils indépendants sur le plan économique et financier? C'est ça la principale question. Exactement. Et on doit le dire ouvertement, honnêtement et franchement, le Congolais n'est pas indépendant. Le Congo, d'abord, en tant que nation, en tant que pays, n'est pas indépendant sur le plan économique, sur le plan financier. En tant que nation d'abord, en tant que pays. En tant que pays, en tant que nation, nous ne sommes pas vraiment indépendants. Mais ça, c'est grave. Exactement, parce que nous dépendons de l'aide extérieure. Quand nous dépendons de l'aide extérieure, c'est que nous ne sommes pas indépendants. Donc, et pire encore, le Congolais, en tant qu'individu, n'est pas indépendant sur le plan financier. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous vivent d'une manière ou d'une autre de la dépendance financière qui vient des amis, de la famille, de l'extérieur, d'une manière ou d'une autre. Donc nous ne sommes pas indépendants sur le plan économique ni sur le plan financier. Non, mais ça ne sert à rien de les confirmer ou de l'affirmer de façon si péremptoire. Qu'est-ce qui fonde
ces jugements-là? Tout d'abord, on doit le dire, sur le plan alimentaire, quelque chose qui est très banal. Le Congo importe plus de 80% de sa production alimentaire. Donc c'est déjà une preuve de la dépendance. Imaginez aujourd'hui si, avec la guerre en Ukraine par exemple, on a vu cette dépendance en termes d'importation de farine de blé. Nous dépendons de l'extérieur. En termes des œufs, en termes de poules ou des poulets, le Congo dépend à 80% de l'importation sur le plan alimentaire, et les aliments, la nourriture est la base même d'une nation. Quand vous avez un problème d'autosuffisance alimentaire, ça prouve votre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, c'est un point simple, très banal, qui prouve que nous ne sommes pas encore indépendants sur le plan économique et même sur le plan financier. Aujourd'hui, pour poser des actions fortes, nous dépendons souvent des institutions financières internationales pour arriver à pouvoir s'y prendre en charge. J'aurais appris que nous n'avons aucune banque congolaise. Ça aussi, c'est un autre problème. Nous n'avons pas une banque congolaise qui puisse pouvoir accompagner le Congolais, que ce soit le Congo en tant que nation ou les institutions congolaises, tout comme les Congolais en tant qu'individus. Nous avons plus de 22 institutions financières au Congo qui agissent au Congo, et toutes ces institutions proviennent de l'étranger. Donc on peut comprendre comment est-ce que nous dépendons vraiment de l'étranger. Les plus grandes banques, l'une des plus grandes banques qui soutient les secteurs agricoles, par exemple, est une banque étrangère. Donc c'est une preuve claire que nous dépendons de l'extérieur jusqu'à ce jour. Commençons sur le plan alimentaire, bien sûr, il se pose un problème. Mais le Congo est assez vaste. C'est pas l'espace qui manque. Comment vous allez expliquer ce que je qualifie d'aberration sans embâche? Le Congo est le premier pays le plus grand en Afrique en termes de sa capacité de production ou sa capacité naturelle de production d'aliments, par exemple. Nous sommes le deuxième pays le plus grand après l'Algérie, mais évidemment, on doit tenir compte du fait que l'Algérie, une partie de l'Algérie est froide. Mais nous sommes le deuxième et le plus grand, avec une capacité d'eau, par exemple, de production d'eau de 52%. Nous sommes très riches. Nous avons une capacité en termes de terres arables de 80 millions d'hectares qui peuvent être exploités. Nous pouvons arriver à élever jusqu'à 40 millions de bêtes par an, plus de 11 000 rivières. Nous sommes riches. Nous sommes le pays le plus riche en Afrique en termes de son potentiel agricole, par exemple, même son potentiel alimentaire. Nous avons cette capacité de nourrir 2 milliards de personnes. Mais ça, c'est toute l'Afrique, ça. Exactement. C'est plus au-delà de l'Afrique. Au-delà de l'Afrique. Mais nous avons prouvé notre force après l'indépendance, comme je l'ai dit tantôt. Nous étions l'un des pays les plus riches. Bien, mais il y a eu plusieurs choses qui se sont passées depuis l'indépendance. Et à mon humble avis, le Congolais est à plaindre. C'est aux Congolais. Il faut condamner le Congolais. Que ce soit de la tête jusqu'à la base, c'est le Congolais qu'il faut plaindre. Mais nous n'avons pas encore perdu. Nous pouvons nous réveiller, nous pouvons changer les choses. Il suffit juste d'y mettre de la volonté et de se lancer. Nous avons vu des pays jeunes qui se sont lancés, qui ont réussi. Les Émirats, par exemple, se sont développés, ça fait à peine 40 ans depuis que les Émirats, vers les années 80, c'était un pays presque vide. Dubaï peut aussi être considéré comme un désert. Exactement. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, c'est totalement transformé. C'est le centre du monde. Exactement. Nous avons l'Éthiopie, qui était un pays vraiment dénigré à l'époque, même par le Congolais. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie est devenue
un central pour l'Afrique de l'Est, par exemple. Donc, La plaque tournante. exactement. Donc nous pouvons changer les choses parce que nous avons ces potentiels, que ce soit sur le plan naturel d'abord, mais aussi sur le plan de l'homme, donc sur le plan humain. Dans la Caracis, nous allons parler comment changer les choses, ça c'est vrai. Mais vous avez dit une phrase là, que le problème c'est les Congolais, c'est l'homme congolais. Qu'est-ce que vous reprochez à l'homme congolais? La négligence. C'est un paresseux? La négligence. Il est courageux, le Congolais est courageux, très courageux, de par sa nature, très courageux, très ambitieux, mais c'est un peu une négligence et un manque de stratégie peut-être, qui fait que le Congolais ne puisse pas se développer. Donc il y a aussi cette nature africaine qui est en nous, qui nous pousse à ne pas planifier demain. Donc du moment que nous sommes riches, on s'est dit, on plante, on va récolter à tout moment, donc on ne pense pas à demain. C'est aussi un des grands problèmes que nous avons. Et il faut commencer dès aujourd'hui à penser et à planifier qu'est-ce que le Congo sera dans 10 ans, qu'est-ce que le Congo sera dans 30 ans, et travailler en fonction de cette vision, de manière à ce que chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour puisse permettre d'atteindre cet objectif que l'État peut se fixer. Dans la Caracis, vous êtes d'abord et avant tout un entrepreneur. Mais s'il faut parler de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, je vois d'abord les jeunes, hein. C'est celui des jeunes. Pensez-vous que les sols congolais est une sol propice, est une sol à même de booster l'entrepreneuriat? Très, très évidemment. D'abord, nous devons changer l'idée dans nous. Le Congolais, les jeunes qui soient et qu'il est, doit penser à créer de l'emploi aujourd'hui au lieu de dépendre d'un certain travail. Créer de l'emploi, mais il faut qu'il y ait les vecteurs et une sorte d'incubateur pour créer ces emplois, s'il n'y en a pas. Bien, ça c'est un point, oui, on peut le mentionner. Mais tout commence par la volonté personnelle et la détermination. Il est vrai que nous devons créer, et l'État ou les institutions, pas seulement l'État, hein, même les institutions privées, les universités par exemple, les centres de formation, doivent commencer à penser à créer cette envie d'entreprendre dans chaque jeune qui passe par eux. Tout commence par l'école. Tout passe par l'université. Pas nécessairement l'université aussi. Ça peut être au niveau des écoles, au niveau des centres de formation. Si aujourd'hui nous travaillons dans le sens d'encourager les jeunes à se former dans l'entrepreneuriat, et une fois qu'ils partent dans ces centres de formation, leur montrer ou leur donner des pistes, des solutions à exploiter, nous changerons la donne. Je vais donner un exemple banal. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, des vendeurs d'arachides sont des millionnaires. Ce sont des vendeurs d'arachides. Mais ils ont cherché à développer une idée, à voir comment ils pouvaient bien vendre ces arachides et générer des millions. Et aujourd'hui, nous trouvons des vendeurs d'arachides à l'étranger qui sont des millionnaires. Kinshasa produit de l'arachide. Le Congo, la production en termes d'arachides est très importante au Congo. Mais est-ce qu'il y a un Congolais, est-ce qu'il y a des Congolais qui cherchent à promouvoir la culture des arachides et la vente des arachides de manière à devenir des millionnaires? Ça, c'est un problème. Donc, un exemple banal. Aujourd'hui, vous créez une petite société, vous vous mettez à emballer des arachides. Si vous avez des arachides bouillis, vous avez des arachides grillés, vous les mettez en paquet, vous les livrez à tous les bars. Vous allez créer une source de revenus. Vous pouvez créer des fournisseurs ou des points de vente. Kinshasa se regorge des milliers de bars. Qu'est-ce qu'on mange à côté? On mange des arachides, on mange des poulets, on mange de la chèvre, les ngoulous. on mange le ngoulou. Imaginez
Les poulets maillots. Exactement. Créer aujourd'hui une petite société qui a pour objectif de livrer des arachides comme on livre la boisson de Bralima. C'est des millions qu'on peut générer là-bas. Donc tout commence par une idée. Et évidemment, cette idée, comme je l'ai dit tantôt, peut être promulguée ou propulsée dans les jeunes à travers des centres de formation et puis voir dans quelle mesure lancer. Donc aujourd'hui, des institutions, pas seulement responsabiliser l'État, ça c'est aussi un autre problème que nous avons dans notre pays, nous responsabilisons l'État dans tout, alors que nous pouvons faire quelque chose. L'État-providence. Exactement. Imaginez un point, sans être xénophobe, la plupart des gens qui gèrent l'économie de notre ville ou de notre pays sont des Indo-Pakistanais. Ils ne sont pas congolais. Exactement. Ils sont pas les indexés. Vous n'êtes pas les indexés. Mais quand ils viennent au Congo, est-ce qu'ils viennent avec l'idée de pouvoir aborder l'État pour lancer des projets d'investissement, ou ils commencent par ouvrir une petite boutique, organiser cette boutique et puis se lancer? Ils paient évidemment leurs taxes et ils se lancent. C'est avec des stratégies qu'ils développent qu'ils arrivent à grandir. Aujourd'hui, nous avons parmi les plus grands fournisseurs de denrées alimentaires, c'est quelqu'un qui à l'époque était un vendeur. Il avait une petite boutique au Maniema. Aujourd'hui, c'est tout un empire qui a été créé autour de ça. Mais ça a commencé par une petite boutique et avec une vision. Nous, aujourd'hui... Je dirais même les voyages de 1000 km commencent par un tout petit pas. Exactement. Donc, mais évidemment, on a une vision. On sait, le 1000 km nous mène tel endroit, mais on commence par un premier pas. Aujourd'hui, nous avons ces potentiels. Le jeune Congolais doit se prendre en charge et cesser de penser ou de dépendre d'abord de l'aide extérieure ou dépendre de l'aide d'un frère, d'une sœur, d'un ami ou même de l'État, s'organiser, mettre des plans sur papier et se lancer. C'est très possible d'y arriver. Et nous avons une population jeune, c'est-à-dire une population dynamique qui peut agir. C'est une force, c'est une richesse que beaucoup de... Mais est-ce une population ambitieuse? Ambitieuse, mais pas stratège. C'est un problème de stratégie. Exactement. Expliquez-vous. Exactement. Ambitieuse, mais pas stratège. L'ambition est simple. Nous voyons autour de nous maintenant des jeunes en train de vendre. Il y a des jeunes qui sortent à 4h, 5h du matin. En tout cas, qui se battent. Qui se battent. C'est de l'ambition, c'est de la détermination. Ils sont sous le soleil quinois du matin au soir. Ils veulent aller quelque part. Ils veulent aller quelque part. Mais quelle est la stratégie qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont accompagnés pour arriver à créer une certaine stratégie? Accompagnés par qui? Par des institutions, par exemple. Étatiques ou privées? Étatiques, privées. Par d'autres hommes ou femmes d'affaires. Une sorte de synergie. Exactement. Aujourd'hui, on doit le dire, il y a beaucoup, sur les millions de personnes qui vivent en RDC, il y a quand même une certaine classe des entrepreneurs qui émergent. Ces entrepreneurs, comme moi-même par exemple, avons la tâche ou l'obligation de réunir ces gens, les aider à développer des plans d'affaires et les accompagner dans l'exécution de ces plans d'affaires. Et c'est comme ça que nous pouvons arriver à développer notre pays et à créer l'indépendance. Pas créer toujours des lobbies ou avoir des ambitions politiques, pas toujours, mais avoir des ambitions d'accompagnement dans les affaires. Si aujourd'hui, un entrepreneur comme moi ou comme des centaines d'autres dans la ville de Kinshasa ou dans notre pays s'engageait à prendre sous leurs ailes 100 personnes. Allons sur un plan pratique. 1000 entrepreneurs ambitieux se décident de prendre sous leurs ailes 10 Congolais et les accompagner dans un secteur quelconque. Je rentre toujours dans le secteur des arachides, dans les arachides par exemple. Ça fera 10 000 entrepreneurs qui peuvent être créés dans 6 mois. Si la prise en charge est d'une durée de 6 mois. Dans cette prise en charge, je pense par exemple à une petite formation, la création d'un business plan, et on les accompagne pendant 6 mois. Aujourd'hui, avec $100, c'est arrivé à tout le monde.
J'ai manqué 100 dollars dans ma vie. J'ai manqué 5 dollars dans ma vie. Non, ça arrive à tout le Ça monde. arrive à tout le monde. Donc, mais quand tu manques 5 dollars, Loger les diables dans sa poche. exact. Et qu'est-ce qu'on pense? On développe des projets pour 100 dollars. On s'est dit, si j'avais 100 dollars, je ferais ça, je ferais ça. Et quand vous notez votre papier, sur votre papier, vous voyez que le projet peut fonctionner. Bien, c'est pour dire simplement qu'il est possible qu'un jeune, avec un capital de 100 dollars, quand il est bien accompagné, qu'il puisse arriver à créer des milliers de dollars. Je rentre toujours dans le secteur des arachides qui sont banalisés. Aujourd'hui, un vendeur d'arachides... Tekingouba. Donc, on caricature souvent. Exactement. C'est C'est ça. Donc, mais imaginez un point très triste. Avec un capital de 100 dollars, un mois d'Angouba peut générer 1000, 2000, 5000 dollars dans le mois qui suit. Très simplement. Essayez de rendre ces petits business viables. Prenez ce capital de 100 dollars, rachetez des Ngouba, cherchez des fournisseurs, livrez ces Ngouba de 100 dollars, gardez vos bénéfices, réinvestissez et vous grandirez. Essayez de développer votre plan. Vous pouvez grandir. Même chose avec les maquis, même chose avec les oranges. Il y a un potentiel réel et une force réelle et nous ne devons pas dépendre de l'extérieur pour arriver à nous rendre indépendamment sur le plan économique ou même sur le plan financier. Alors, dans la Caracis, comment alors reconquérir, non, je dirais peut-être comment conquérir cette indépendance économique et financière? Parce que 63 ans après, le tableau est sombre, le constat est clair. Nous ne sommes pas indépendants sur le plan économique et financier, en commençant par l'État congolais les plus bas de l'échelle. Mais que faire maintenant pour reconquérir ou conquérir cette indépendance financière et économique? La meilleure stratégie serait de commencer par la base du développement même, qui est d'abord le changement de la mentalité au sein de... Le mental Le d'abord. mental. Il faut retravailler les mentales du Congolais. Mais le deuxième point le Tout plus est mental, important, non? tout est mental. Après avoir lancé un programme de retravail du mental, nous devons passer à l'agriculture. Ventre affamé n'a point d'oreille. La base du développement, c'est les ventres. C'est l'agriculture, la production, l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, et même à l'époque, l'agriculture constituait jusqu'à 40% de la production en termes de PIB de notre pays. Dans les pays sous-développés comme le nôtre, c'est l'agriculture qui permet aux familles de vivre. C'est l'agriculture. Donc si nous nous mettons dans les sols, la production du sol ou la rentabilisation du sol, nous serons en mesure de pouvoir changer les choses. Comme je l'ai dit tantôt, et c'est connu, le Congo a cette capacité naturelle de nourrir jusqu'à 2 milliards de personnes. Je vais vous donner... C'est énorme. C'est très énorme. Et c'est une source de financement qui peut nous permettre à pouvoir devenir indépendants sur le plan financier demain. Je vais donner un exemple simple. Là, vous ne parlez même pas des minéraux, Même pas des minéraux. Les minéraux, laissons ça aux grandes entreprises, laissons ça à l'État, laissons ça à l'État en général. Parce que c'est un secteur assez gros. Mais même quand on voit aujourd'hui le PIB du Congolais, ce n'est pas dans le secteur de mines ou de l'industrie. On continue toujours d'attendre cette vengeance du sol sur les sous-sols. Et c'est une idéologie que nous devons tous soutenir. Parce qu'aujourd'hui, quand les sols se réveillent, et se réveillent par le peuple, nous changerons la donne. 100 millions de Congolais qui vivent au Congo, plus de 100 millions. Travaillant sur 100 millions. Les statistiques disent qu'environ 40 millions de Congolais sont actifs, sont dans la vie active. 40 millions. Prenons 100 000 Congolais. Si 100 000 Congolais s'est lancé dans le secteur agricole, on changerait la donne de tout. Si 100 000 Congolais aujourd'hui, chaque Congolais
se mettait à exploiter 5 hectares dans un secteur donné, ça serait 500 000 hectares de nourriture produite. Si c'est juste cet hectare peut produire en termes de nourriture par an 10 tonnes de nourriture, donc nous aurons 50 tonnes par Congolais, nous aurons plus de 500 000 tonnes de nourriture produites au Congo par 100 000 Congolais. Imaginez exporter 40% ou 50%. D'abord, manger localement. 500 000 tonnes de nourriture produites pour le Congo, pour le Congolais, par 100 000 Congolais qui exploitent 5 hectares. Ce sont des approches qui peuvent permettre d'échanger des choses. Donc, et évidemment, quand vous avez 5 hectares que vous exploitez naturellement, vous devez employer un agronome, vous devez employer un vétérinaire. Des experts. Exactement. Vous employerez 2 personnes, des experts. Nous ne voyons pas d'abord trop la mécanisation, même si elle est très importante. La petite mécanisation, en termes de petits engins, mais aussi l'emploi. Si dans votre 5 hectares, vous employez 20 Congolais pour arriver à débroussailler, à déblayer, à travailler votre terre et à vous accompagner, vous employerez jusqu'à 30 personnes. Et évidemment, il y aurait une ligne qui va se créer parce que vous devrez empaqueter, vous devez transporter. Les routes doivent être faites pour sortir de vos points de récolte. Donc, ça enchaînerait automatiquement beaucoup de choses. Il y aura l'industrie qui serait créée, il y aurait de l'emploi qui sera créé dans toutes ces chaînes de production qui seront faites. Et au final, vous créerez de l'emploi pour des millions de personnes, mais en passant par 100 000 Congolais. Donc, je pense que les politiciens doivent commencer à penser aussi à comment accompagner ou créer des projets avec un certain nombre de personnes à accompagner. Pas seulement voir l'aide extérieure et se lancer. Je retombe sur une actualité qui était vraiment à la une il n'y a pas longtemps, les maïs. Les maïs. Les maïs. La pénurie des maïs. La pénurie des maïs. Bien. En plein 21e. Imaginez. Rentrons dans la même stratégie. Nous avons le grand site de Bukangalozo. Je ne sais pas s'il a combien d'hectares aujourd'hui. Mais imaginons 5 000 hectares, 10 000 hectares pour une production de maïs. Mais simplement, essayons de soutenir 1000 Congolais, 2000 Congolais, et donnons-leur la tâche d'exploiter 5 hectares et de produire le maïs. Nous allons clore ce débat. Parce que quand vous avez une petite quantité de terre à exploiter et vous avez l'appui technique et le soutien, vous arriverez à exploiter cette terre. C'est exactement ce que les Belges ont fait avec PLZ à l'époque. C'est une stratégie qui a réussi en Afrique. Ils responsabilisaient des familles avec des petits étendues de terre et puis les accompagner sur le plan technique localement et dans la production. Exactement. Et c'est à l'époque, nous avons des millions et des millions de tonnes de noix de palme, par exemple, qui étaient produites. Oui. Et c'est une stratégie qui fonctionne dans des pays sous-développés. La Chine a réussi à exploiter son peuple et l'introduire dans le secteur agricole et plus tard dans le secteur industriel. Et aujourd'hui, pour les maïs, donner à 2000 Congolais un capital pour chacun exploiter 5 hectares. Ça sera aux environs de 10 000 hectares exploités. Si nous avons 5 multiplié par 5 tonnes chaque 6 mois, produits par le Congolais. Donc, nous allons évoluer. Nous pouvons évoluer. Il suffit de développer des stratégies qui partent avec les peuples et qui fonctionnent pour les peuples. Et on réussira. Donc c'est un tout petit peu ça. Et nous devons chercher
à voir dans quelle mesure, mais non, pas nécessairement dépendre ou créer des fonds extérieurs pour accompagner ces personnes, mais créer et produire des fonds à l'interne. Quand nous avons un budget pour acheter 2 millions de tonnes de maïs à l'extérieur, à je ne sais pas, 300, aujourd'hui, la tonne, je ne sais pas, elle est à combien, mais bien, si vous avez un budget d'acheter même 10 000 tonnes de maïs à $300, c'est aux environs 300 000 ou 3 millions ou 4 millions ou 30 millions de dollars, si je fais bien le calcul. Mais le point est tel que prenez ces fonds, orientez ça vers des gens qui peuvent exploiter et puis rendre le projet périn et dynamique. C'est très possible d'y arriver. Dans la Caracis, je crois que on a survolé les grandes lignes de cette problématique. Je vous donne la parole, peut-être une perspective. L'année prochaine, ça sera 64 ans d'indépendance, vous l'ai-je dit, mais pour qu'on ne commence pas à superposer les dates et que les années se suivent et se ressemblent, pour qu'on n'arrive pas, pour qu'on puisse quitter ces cercles vicieux, que faire définitivement? Premièrement, donnons champ libre aux entrepreneurs congolais. D'abord, les nationaux. Les nationaux. Donnons champ libre aux nationaux pour des petits contrats, pour des grands contrats. Ailleurs, vous allez dans un pays comme en Afrique du Sud, dans un pays comme la Namibie, d'autres pays, on vous dit pour des marchés particuliers, sud-africains d'abord ou seulement. Exclusivement. Exclusivement. Et c'est sans état d'âme. Sans état d'âme. Mettez-les des xénophobes, comme vous voulez. C'est pour eux. C'est ça. Responsabilisons nos entrepreneurs congolais. Ensuite, mettons des garde-fous autour d'eux, en les faisant accompagner par des auditeurs, par exemple, pour qu'ils puissent arriver à bien gérer ce qu'ils sont en train qu'ils doivent livrer. Ensuite, accompagnons-les avec des fonds. C'est vrai, nous avons des fonds qui ont été créés pour les entrepreneurs congolais, mais ces fonds doivent être réels et mis à la disposition de ces entrepreneurs pour arriver à agir. Nous, moi-même, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, je me suis décidé personnellement à focaliser sur comment appuyer les jeunes entrepreneurs. Ah bon, vous êtes lancé dans ça? Exactement. Vous les faites comment? Nous, dans le cadre de notre projet, je suis administrateur général d'un projet qui s'appelle Tolei Samboka. Ouais, vous l'avez dit. Exactement. Donc, dans le cadre de ces projets, nous accompagnons ou nous aidons des jeunes à créer des entreprises de gestion agro-pastorale. Et nous les accompagnons pourvu qu'ils puissent créer des sociétés qui plus tard permettront d'accompagner des entrepreneurs qui se lancent dans le secteur agro-pastoral. Donc, nous avons d'une manière ou d'une autre le soutien de l'État, mais ce n'est pas une initiative étatique, mais c'est une initiative qui vise à soutenir et accompagner l'État, d'une manière ou d'une autre. Alors, nous disons, il est temps que l'État, d'une manière ou d'une autre, puisse accompagner des initiatives comme ça. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs à Kinshasa qui accompagnent d'eux-mêmes, qui ont des initiatives personnelles d'accompagnement des entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs. Je pense aussi qu'il est temps que le Congolais puisse ne pas toujours penser à la politique. Pas toujours trop penser politique. Trop politique. Tout le monde veut être député, tout le monde veut être quelque part. Donc les partis politiques, c'est une entreprise au Congo. Beaucoup de gens pensent entrer en politique pour peut-être arriver à sécuriser leurs affaires. Mais il ne faudrait pas que l'État puisse encourager ce type d'approche. C'est-à-dire
accompagnons les jeunes aujourd'hui dans les secteurs économiques plutôt que dans la politique. Laissons la politique à certains politiciens mûrs et que les politiques et les politiciens aident des jeunes entrepreneurs à développer des projets économiques qui peuvent accompagner les autres entrepreneurs ou les micro-entrepreneurs congolais. Et comme ça, on réussira. Mais aujourd'hui, nous avons tous cette vision politique. Bien sûr que personnellement, je ne suis pas dans cette vision. Mais c'est ce qui, malheureusement, s'ancrène dans le Congolais. Donc, pensons aujourd'hui à l'économie, aux finances, que le politique pense à accompagner les entrepreneurs congolais, que le politique et l'administration congolaise et étatique pensent à donner des marchés d'abord aux Congolais. D'abord aux Congolais. Les sous-traitances, d'abord aux Congolais. Parce que ces Congolais qui entreprennent traversent des stress comme vous n'avez pas idée. Donc, ce sont des stress qui peut-être amènent certains à entrer en politique. Des stress qui traumatisent des fois. Parce qu'après, tellement vous avez des pressions et des stress qui souvent viennent des politiques, vous vous dites que je me cache en politique pour sécuriser mes affaires. Autant y aller moi-même. Autant y aller, pour sécuriser mes affaires. Même si quelqu'un n'avait pas envie de faire la politique, il commence à chercher un parti pour arriver à sécuriser ses affaires. Ce n'est pas encouragé. Et je pense que l'État et nos grandes institutions étatiques, de la présidence au Parlement, au Sénat, pensaient à comment protéger ces jeunes qui entreprennent et les accompagner. Dans l'entrepreneuriat, il y a des stress, il y a des pressions. C'est une réalité mondiale. Mais au Congo, quand un entrepreneur a une petite pression, a un problème, et tout, les politiques entrent et cherchent à les faire arrêter, cherchent à les créer des problèmes, au lieu de les accompagner. Et cet entrepreneur, finalement, entre en politique pour se protéger parce qu'il pense que c'est un parapluie pour lui. Donc, pratiquement, encore une fois, moi, je proposerais vraiment que le Congolais puisse se lancer dans le secteur entrepreneurial, que l'État congolais puisse accompagner les entrepreneurs congolais à pouvoir développer des projets et des idées, et ensuite que l'entrepreneur congolais et les Congolais lui-même puissent développer des stratégies pour arriver à créer des entreprises ou des micro-entreprises. Dana Karassis, c'est bien qui finit bien. Merci. Je vous donne la parole. En quelques phrases, ça sera votre conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolaises et Congolaises qui nous suivent en ce moment? Je dirais que moi, na Congo, l'ipanda ya solo, eza l'ipanda économique. Ceux qui jeunes Congolais nyonso, à se lancer d'une manière ou d'une autre dans l'entrepreneuriat, Congo et Koko la lobby. Ceux qui lelo, to comme ko développer ba ité na ba stratégie, o ekoki ko permettre biso individuellement Koko la lobby mwana nguba koki okoma millionnaire. Mais pour y arriver, to sengi pe ba konzi ya mboka ba accompagner ba Congolais, ba jeunes Congolais, ba entrepreneurs congolais, oyo bazozwa musala au sérieux. Ça ne sert à rien de pouvoir importer ou ramener ba fonds ya ba Congolais à l'extérieur pour arriver à acheter l'Ibanda alors que Togoki ko produire out. Pensons à long terme, pensons à développer notre pays et voyons comment exploiter les potentiels humains de notre pays, mais mieux encore, exploiter les potentiels naturels. Au Congo, c'est le pays le plus riche en Afrique. Le Congo, en 1960, était parmi les 3 pays les plus riches en Afrique. Il est possible qu'on y arrive encore et nous pouvons y arriver. Dans la Karassis, tout a été dit, mais je crois qu'on doit encore vous retrouver très prochainement parce que parler de questions économiques et financières en République démocratique du Congo, ce sont des heures et des heures des émissions. Exactement. Mais pour le moment, on vous dit provisoirement au revoir. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Messieurs et dames, tout a été dit. Dan Karassis a été suffisamment clair. Avec cet entrepreneur congolais, nous avons essayé de donner des pistes, des solutions
pour que le Congo sorte de cette sorte de fatalité liée au sous-développement. Mais l'indépendance économique, l'indépendance financière est possible avec un peu de stratégie et d'intelligence. Quant à moi, je vous dis au revoir, mais je vous retrouve très bientôt avec les mêmes et réels plaisirs pour une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.